Bon, bah, on remercie, on a la chance de recevoir Philippe Poutou, donc, qui est candidat pour le NPA au présidentiel 2012. Donc on a un des premiers à nous avoir rendu visite dès l'annonce de la fermeture, c'était Olivier Besancenot, qui était venu ici. D'ailleurs, il était passé voir nos copains de la Poste 02 à l'époque qui étaient en conflit et il était venu nous voir. Je crois que c'est la première fois qu'on a été rentré comme ça, de cette manière-là, dans l'usine avec beaucoup de journalistes. C'est le premier à qui on a fait visiter l'usine à l'époque a fonctionné. Hein. Donc on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer avec Philippe, puisque on avait tenu un meeting au Havre le 1er février 2011, donc cette année, donc, qui était organisé suite à toutes les manifestations qui avaient eu lieu dans tout le pays et notamment au Havre. Et donc il y avait, ça s'appelle le Havre de lutte, l'Havre de guerre, l'Havre de lutte, je ne sais plus. Ils ont fait avec plusieurs associations, plusieurs organisations syndicales, ils ont continué à fonctionner de cette manière-là. Donc ils avaient organisé un meeting et on s'était retrouvés là-bas, notamment avec les anciens du Havre liés à la fermeture de l'usine du Havre. Et donc Philippe, notamment avec l'expérience qu'il a sur le conflit de Ford. Je pense qu'il en dira deux mots, puisque pour nous, à Fralib, notamment au tout début du conflit, quand il a s'agi que la direction voulait mettre la pression, qu'on signe un accord de méthode pour uniquement discuter de comment on allait être licencié, à quelle hauteur on allait être licencié et monnayer nos emplois, et que de toute façon que c'était inéluctable, il n'y avait aucune autre solution que de fermer l'usine et d'essayer de négocier au mieux nos emplois. Donc des références de cas où c'est pas inéluctable et par la lutte on peut faire bouger les choses. C'était un des exemples qu'on prenait pour expliquer aux salariés qu'il n'y a pas de fatalité et avec la lutte on peut aussi faire autrement. Ce qu'on constate à Fralib aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la lente agonie de l'emploi dans la vallée de l'Uvonne, à laquelle nous condamne le capitalisme. Ne serait-ce qu'en moins de 10 ans, on a vu disparaître Rivard et Carré, Nestlé, puis Net Cacao, on a vu disparaître SBM, on a vu disparaître les peintures Camille, aujourd'hui c'est Panzani qui est menacé aussi à la Valentine. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui ici, Unilever a décidé la fermeture du site, parce que 180 salariés pour Unilever, c'est des faux frais, donc on peut s'en débarrasser. Et chaque fois, on assiste à ce même scénario, des actionnaires rapaces, qui décident un jour ou l'autre d'un trait de plume de carrément éliminer la vie, on peut dire, de dizaines ou de centaines de salariés et de leurs familles. Et on constate que jamais un patron ni un gouvernement n'ont réussi réellement à défendre l'emploi et à empêcher des entreprises de fermer. Quand des entreprises ont été empêchées de fermer, ou du moins qu'on a sauvé des emplois, ça a été uniquement grâce à la mobilisation et à la lutte des travailleurs. Bon, donc dans ces conditions, évidemment, le NPA ne peut être que à leur côté. Et nous avons déjà proposé, nous proposons qu'il y ait une grande initiative unitaire, combative, à l'ensemble du mouvement social, politique et syndical, en défense des Fralib. Une initiative qui serait une initiative publique, si possible à Marseille. Une initiative, si on veut qu'elle soit réussie, ça demande une campagne offensive, une campagne de terrain, pour dire qu'il y en a assez, on ne supporte plus la loi des actionnaires, que c'est maintenant les travailleurs, c'est leurs familles qui doivent faire imposer leurs droits. Et comme on le dit au NPA, c'est nos vies valent plus que leurs profits. Ici, c'est ce qui reste de l'aromatisation. Les plantes aromatisées. Avant, c'était une ligne qui était beaucoup plus grande. Il faut savoir qu'ici, dans les années 2000, c'était l'usine qui était incontournable. C'était nous qu'on aromatisait le thé pour toutes les autres usines. On ne faisait pas que des boîtes, on envoyait aussi ce qu'on appelle les big bags. Les big bags, c'est les grands sacs que vous voyez là.
et qu'on envoyait dans le monde. Il n'y a que nous qui le faisions, parce que c'était une aromatisation un peu artisanale, puisqu'on faisait de la cuisine, on utilisait des produits naturels. Pour faire du thé à la vanille, on avait des gousses de vanille. Pour faire du thé citron, on avait du jus de citron, etc., etc. On travaillait beaucoup avec des produits naturels, des fruits secs, noix de coco râpée, amandes, noisettes, on avait des pétales de rose, écorce d'orange, écorce de pamplemousse, etc. Alors que maintenant, vous pouvez regarder, on travaille avec ça. Donc, ouais, c'est les arômes. Puis, inflammable, avec la tête de mort. Voilà. Ça réduit les coûts. Et pour le consommateur, lui, ça n'a rien réduit du tout, sauf que maintenant, c'est ce qu'il mange. Et au niveau gustatif et qualité, c'était bien. Au niveau qualité, c'était le top, parce que maintenant, c'est des granulés. Et donc, les granulés, quand ça va dans les machines, il y a un sachet qui va en avoir plus, un qui va en avoir moins. Donc, il n'y a pas une homogénéité. Par exemple, sur les boîtes à fer, avec le nouveau process, ils se sont aperçus que finalement, ça sentait un peu, le goût était moins. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est avant chaque fermeture de boîte, une pulvérisation. Comme ça, le consommateur, il ouvre, ça sent bon, et c'est tout. Moi, celui-là, c'était mon préféré. Et après, avec le nouveau process, ça pue. Donc, et ce système-là, nous le remettre en œuvre dans le cadre du projet. Voilà. Parce qu'on faisait travailler aussi, on travaillait avec des producteurs locaux, que ce soit en tilleul, en menthe. On faisait une tilleul menthe, et on prenait du tilleul, et on prenait de la menthe, et c'était un mélange de plantes. Bon, je vais dire quelques mots. Donc ça me fait bizarre d'être là parce que je viens avec la panoplie du candidat, alors qu'habituellement il y a eu plusieurs moments en tant que syndicaliste où j'ai pu rencontrer des camarades en lutte. Donc voilà, donc il y a un côté un peu particulier. Donc moi j'ai qu'un seul cerveau, donc je vais avoir du mal à discuter d'un côté candidat, de l'autre côté ouvrier. Donc je vais parler tout simplement en tant qu'ouvrier. Et moi je suis très touché d'être là évidemment. Avec les copains du syndicat à la boîte, ça faisait un moment qu'on disait qu'il faudrait qu'on aille voir les Fralib, surtout que c'était vers Marseille, donc c'était un peu au sud, alors que jusqu'à présent quand on allait soutenir des collègues c'était vers le nord, donc il y avait quelque chose qui nous tentait. Là j'ai l'occasion en tant que candidat d'être là, je suis très content et très touché parce que la lutte des Fralib c'est une lutte quand même très très déterminée. On reçoit quand même plein de mails de la part de la CGT Fralib, même plusieurs fois par semaine, avec toutes les actions et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très touchant parce que la détermination montre aussi qu'il y a une volonté de sortir de la résignation et de sortir du rôle dans lequel nous, on veut nous mettre. C'est-à-dire qu'un ouvrier, on est un peu des pauvres cons, on est bon pour bosser. Et quand on nous dit que c'est fini, il n'y a plus de boulot, il faudrait accepter cette situation-là, il faudrait la fermer, il faudrait finalement pour des raisons de fatalité, parce qu'il y a des lois économiques, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne comprend pas de toute façon tout ce qui se passe. Et donc il faudrait accepter la fin et la fermer. La question elle n'est pas uniquement d'apporter une solidarité ou un soutien à des ouvriers qui se battent, comme ici, mais au-delà, c'est arriver à résoudre un problème de fond. C'est comment on fait pour changer le rapport de force, comment on fait plutôt que d'être amené toujours à se battre dans sa boîte à tour de rôle en essayant d'empêcher une attaque dans un coin, c'est comment on fait pour franchir cette étape-là, pour arriver à réagir tous ensemble. Et c'est cette idée que faut se mettre dans la tête que on n'est pas destiné à payer la crise, on n'est pas destiné à fermer notre gueule, à accepter tout ce qu'on nous dit. C'est suffisamment scandaleux, des profits existent. Il y a Unilever, nous c'est fort, c'est plus de 6 milliards de profits, mais on le voit, le CAC 40, on voit tout ce qui se passe, c'est des profits, des salaires des dirigeants, tout est scandaleux, c'est pas possible d'accepter ça. Et donc c'est même pas une question uniquement d'être sur la défensive, c'est de se dire oui, il y a les moyens de construire autre chose, et il y a les moyens de bosser pour tout le monde, les moyens d'augmenter les salaires, tout existe pour ça, donc il n'y a pas de raison de baisser la tête, il faut arriver, alors après il faut trouver la solution politique, c'est pas simple, mais au moins afficher cette perspective-là, la discuter. Et en tout cas c'est ce qu'on fera nous l'NPA dans la campagne électorale, c'est de défendre tout ça, et puis à l'image des indignés qu'il peut y avoir, des luttes des indignés en Espagne ou en Grèce, ou ce qui s'est passé dans le monde arabe, la solution elle est vraiment là, c'est que la population se mette en branle, qu'on mette à plat les problèmes de démocratie, de pouvoir. Il faut que l'ouvrier ait le pouvoir effectivement, il faut enlever le pouvoir au patron, c'est pas une histoire de taxer les riches un peu plus, un peu moins, c'est vraiment une histoire de pouvoir, de prendre le contrôle, parce que sinon on s'en sortira jamais de cette crise. Voilà, c'est ça. On a déterminé que pour notre entreprise,
à partir de 1000 tonnes, c'est le point, ce qu'ils appellent le point mort, à partir de 1000 tonnes, l'entreprise est rentable. Donc grosso modo, sur 12 mois de l'année, à aujourd'hui avec Unilever, les 4 premiers mois de l'année, on amortit la totalité des coûts, salaire, énergie, loyer, enfin, tous les coûts qu'il peut y avoir dans une entreprise. Les 4 premiers mois de l'année servent à ça, les 8 autres mois servent à engraisser les actionnaires. Donc nous, notre projet alternatif, c'est de maintenir cette activité avec la marque Éléphant, puisque la marque Éléphant a été créée il y a 119 ans à Marseille et on considère qu'elle appartient plus aux salariés, c'est eux qui l'ont développée plutôt qu'au groupe Unilever qui l'a racheté il y a 40 ans en arrière. Donc on veut garder la marque Éléphant, l'outil industriel et le savoir-faire des salariés pour continuer à travailler et que tout ce qu'on aura tiré d'Unilever appartienne au collectif de salariés, ce qui leur permettra d'intervenir dans le capital de la future société, soit avec que le collectif de salariés, ou soit avec d'éventuels repreneurs ou investisseurs, voire les collectivités territoriales s'ils veulent s'impliquer dedans. Et ce pourcentage de capital leur permettra d'avoir un réel poids dans les décisions futures, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau décisions stratégiques sur le développement futur de l'entreprise, d'un point de vue économique, etc. Ce qui passe à Fralib, évidemment que c'est très proche de ce que nous on a connu et ça doit être très proche de ce que plein d'équipes syndicales ou équipes militantes ont connu à travers des luttes pour défendre les emplois. Et ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, il se discute des choses à Fralib qui ne se discutent pas dans plein d'endroits parce qu'il y a un peu comme si la chose était avancée encore plus loin. Et à partir du moment où le patron dit bah, j'ai plus besoin de vous, je ferme. Il y a deux solutions où on dit non, on veut pas mourir, où on veut juste un peu d'argent pour ce qu'on appelle les primes de licenciement le plus haut possible. Ou alors il y a ce discours-là, c'est de dire ben non, hors de question. Hors de question. Vous n'êtes pas capable de vous employer, ben vous vous cassez, vous laissez l'outil de travail. Et nous, on va discuter, nous ouvriers, on va discuter de comment on peut organiser la production, comment on peut sauvegarder l'outil et comment on peut justement continuer à produire. Et donc ça pose le problème du pouvoir, ça pose le problème du contrôle ouvrier et ça pose le problème que la compétence de l'ouvrier, c'est pas uniquement mettre une pièce dans une machine et la sortir usinée. Enfin même s'il n'y a pas d'usinage, hein, je parle par rapport à la métallurgie, mais voilà c'est ça. Et c'est toute cette compétence ouvrière collective et qui est hyper importante. Et moi je trouve que c'est hyper enthousiasmant parce que la discussion qu'elle a, c'est un peu, ça rappelle ce qui se discutait un peu à Molex il y a 2 ans. C'est que le problème se pose donc de faire vivre une usine et quitte à exproprier, quitte à prendre le contrôle de l'usine. Voilà, mais c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Mais au-delà de ça, c'est la question politique dans la société. C'est que la population doit pouvoir contrôler. On n'est pas bon juste à bosser quand on nous dit de bosser, en plus avec des salaires de merde, avec des conditions de travail de merde. Il faut qu'on arrive à tout prendre en main. Et c'est cette dignité ouvrière, c'est cette dignité populaire qu'on doit discuter à partir de l'exemple de Fralib.